À moins de 100 km à l'ouest de Bourges, une vallée ornée de magnifiques châteaux nous invite à découvrir son passé royal. Notre arrivée au merveilleux château de Chenonceau se fait par une magnifique allée. Les vues du château de Saint-Jourdain sont imprenables. Il enjambe le Cher, cette rivière du centre de la France. Il a été construit de 1513 à 1521. Ces bâtiments ajoutent au pittoresque de leur situation l'élégance de leur architecture et de leur décoration. Les fréquents changements de propriétaires sont un véritable roman à rebondissement. On le surnomme le Château des femmes, car pendant 400 ans, épouses légitimes, favorites, maîtresses, reines des rois de France en furent les héroïnes. Catherine Brissonnet dirige les travaux de construction, mais une fois terminé, il devient un rendez-vous de chasse pour François Ier. En 1547, le jeune roi Henri II l'offre en cadeau à sa maîtresse Diane de Poitiers. Elle a 20 ans de plus que lui. Considérée comme très séduisante et préférée du roi, elle est une habile gestionnaire et participe à plusieurs améliorations du château. Malheureusement, la mort accidentelle du roi, la reine, lui force de quitter. L'ex-favorite se retire au château d'Annet et meurt 7 ans plus tard. La nouvelle propriétaire et femme du roi, Catherine de Médicis, a le goût des arts et du faste. Elle fait dresser un parc et de somptueux jardins, sur le pont une galerie à 2 étages. Les fêtes très dispendieuses et fréquentes se succèdent. Repas bien arrosés, danses, mascarades, feux d'artifice, rien ne manque à ces réjouissances. En 1577, son fils Henri III préside un festin champêtre qui fait sensation au coût de 100 000 livres, 10 fois la somme déboursée à l'achat de Chenonceau. Catherine de Médicis lègue le château à sa belle-fille Louise de Lorraine, femme d'Henri III. Après l'assassinat du roi, Louise se retire au château pour entreprendre un deuil de 11 ans. Madame de Dupin, femme de général, utilise le château comme lieu de rendez-vous des célébrités de l'époque. En 1864, Madame Belouse achète Chenonceau, fait la restauration du château l'affaire de sa vie. Aujourd'hui, le château est la propriété de la famille Meunier. En 1518, un jeune roi, François Ier, aime bien chasser dans la forêt de Boulogne. Avec l'appui de son nouvel ami Leonardo da Vinci, il décide d'y construire sa nouvelle résidence. Ainsi naît le Château Chambord. Chambord est le plus vaste des châteaux de la Loire. Construit entre 1519 et 1547, il est situé à 14 km au nord-est de Blois. Chambord est sans conteste un des châteaux à la silhouette la plus reconnaissable et constitue l'un des chefs-d'œuvre architecturaux de la Renaissance. 128 mètres de façade, 440 pièces, plus de 80 escaliers, 365 cheminées et 800 chapiteaux sculptés. Le domaine est ceinturé d'un mur de 32 km. C'est le plus grand parc forestier clos d'Europe. Pour vous donner une ordre de grandeur, il faut 15 minutes de marche afin de parcourir l'intérieur du château d'est en ouest. En 1519, le site de Chambord est choisi pour ouvrir le chantier d'une résidence de chasse sur l'emplacement d'un ancien château fort. À partir de 1526 et pendant 20 ans, 1800 ouvriers travaillent à la construction du château. La construction a quand même un coût élevé. Même quand le trésor est à sec, que l'argent manque, le roi est réduit à piller les trésors des églises et à fondre l'argenterie de ses sujets. Des sommes considérables sont englouties. En 1527, François Ier, dans son ardeur, veut même faire dériver la Loire pour l'amener au pied du château. Mais devant l'énormité de la tâche, on détournera simplement la petite rivière Cosson. François Ier ne vit pas dans son château achevé. Louis XIV achèvera la construction. François Ier a finalement passé très peu de temps à Chambord, le temps de quelques parties de chasse. Il meurt en 1547. On compte parmi les résidents du château Chambord François Ier, le constructeur, Henri II, son fils, qui poursuit les travaux,
Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, qui rénove. Louis XIV crée son appartement au centre. Et en 1670, Molière donne sa première représentation du bourgeois gentilhomme dans la salle des gardes. Le beau-père de Louis XIV, le roi de Pologne en exil, choisit Chambord. Ensuite vient le maréchal de Saxe et le comte de Chambord, petit-fils de Charles X. L'État rachète le domaine en 1930. Il faut compter un minimum de 2 heures afin de visiter les lieux.